Si vous avez vu des représentations des combats de l'époque des mousquets, vous avez probablement été intrigué par la façon dont l'infanterie était organisée sur le champ de bataille. Ces tactiques de combat en groupes linéaires serrés de mousquetaires ont été la norme pendant très longtemps. Et en fait, même si à première vue cela semble être une très mauvaise idée de se regrouper en grands groupes rigides en plein combat, car cela les rendait essentiellement une grande cible à laquelle tirer, il y avait en réalité de nombreuses bonnes raisons de regrouper vos soldats de ces manières si particulières. La vérité, c'est que le combat en rang et en formation de soldats cohésifs est quelque chose qui se faisait bien avant même l'existence de la poudre à canon. Un grand exemple de cela est la phalange utilisée par les Grecs dans d'innombrables batailles de l'Antiquité comme celle des Thermopyles, où ils ont affronté l'armée perse, et malgré le fait que les Perses avaient une supériorité numérique écrasante, les Spartiates, en utilisant la célèbre phalange et le terrain à leur avantage, ont réussi à retenir pendant des jours une armée bien supérieure à la leur causant de lourdes pertes. Ces tactiques de combat en groupe unis seraient utilisées bien longtemps après. Par exemple, les légions romaines les utiliseraient également, et même jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il était assez courant de voir de grandes formations de boucliers formées par les soldats. Et bien que les formations de groupe aient évolué énormément au cours de plus de 6000 ans de conflits militaires, ce paradigme d'infanterie unie, travaillant de manière cohésive, a généralement été maintenu. Mais avec l'émergence des armes à feu pour l'infanterie, et leur développement lent mais sûr autour du XVe siècle, les tactiques militaires et l'organisation de l'infanterie ont dû changer radicalement pour l'époque de l'émergence des armes à feu pour l'infanterie. Les formations sont passées des lignes classiques de boucliers à de grands groupes de piquiers et de mousquetaires travaillant ensemble, mais comme on le sait communément, les arquebuses et les mousquets ultérieurs utilisés par l'infanterie avant le XIXe siècle étaient des armes à feu vraiment inefficaces. Leur principal problème était leur très mauvaise précision. Les mousquets avaient des canons en animalise, ce qui faisait que les projectiles tirés rebondissaient à l'intérieur du canon et manquaient de rotation et de soutien suffisant pour maintenir une trajectoire fixe. C'est pour cela que les projectiles de l'époque étaient des sphères, car autrement, les projectiles auraient tendance à se déplacer latéralement dans l'air, ce qui les amènerait à frapper sous de mauvais angles. À cause des canons en animalise, les mousquets n'avaient qu'une portée effective de 90 mètres, avec un haut degré de dispersion et une grande chute de balles. Malgré les limitations évidentes, les arquebuses et les mousquets ultérieurs étaient des armes omniprésentes sur les champs de bataille après le XVIe siècle, mais leurs limitations faisaient que le combat dépendait toujours beaucoup des épées, des piques et des baïonnettes. De plus, les généraux se sont rendus compte que le facteur le plus déterminant sur le champ de bataille était le volume de feu que l'infanterie pouvait délivrer à un moment donné. De nombreuses innovations ont été réalisées pour optimiser l'utilisation des mousquetaires. Au début, les formations étaient généralement de 8 hommes de profondeur. Cela a changé très rapidement. Les groupes de mousquetaires profonds ont été remplacés par des formations peu profondes, de 2 ou 3 rangées, afin d'avoir plus de mousquetaires tirant en même temps. Avoir de grandes lignes de mousquetaires tirants créait un feu de saturation, augmentant d'une certaine manière l'efficacité de l'infanterie et atténuant un peu la mauvaise précision de ces armes à feu. On mettait également beaucoup l'accent sur l'entraînement des mousquetaires, où on leur apprenait à perfectionner le rechargement, augmentant ainsi le rythme général d'un groupe d'infanterie. Les formations linéaires avaient d'autres caractéristiques très bénéfiques. Par exemple, le grand impact psychologique qu'elles causaient aux ennemis. En vérité, techniquement, un mousquet est inférieur en tous sens à un arc long classique. Il est plus lourd, moins précis et a une cadence inférieure, mais le fracas que fait le mousquet en tirant, c'est une prouesse qu'aucun arc ne peut réaliser. Les formations linéaires s'organisaient pour tirer de manière synchronisée. Les grands fracas causés par le feu synchronisé provoquaient un fort impact psychologique sur l'ennemi. De plus, les formations linéaires de l'infanterie leur donnaient l'impression d'être une armée plus grande qu'elle ne l'était réellement, causant encore plus de dégâts dans l'esprit de l'ennemi. Les champs de bataille de l'ère moderne et du début de l'ère contemporaine se transformèrent souvent en un jeu du chat et de la souris pour voir qui se rendrait en premier. De ce fait, le moral des soldats était un élément crucial à considérer. L'effet démoralisant de la formation en ligne n'affectait pas seulement l'ennemi, mais aussi ceux qui l'utilisaient. Pour un soldat individuel, se battre de cette manière était vraiment démoralisant. Vos chances de survie étaient très minces.
Et vous ne pouviez pas vous mettre à l'abri ou essayer quelque chose par vous-même pour survivre. Si le destin de votre groupe était de mourir, eh bien, c'est ce que vous deviez faire. Tout cela affectait directement la psyché. Celle des soldats, qui même s'ils croyaient en la cause ou craignaient beaucoup les sévères punitions pour insubordination. Ces derniers étaient simplement très susceptibles de fuir lorsqu'ils se voyaient ou se croyaient dépassés. En général, sur les champs de bataille de l'époque des mousquets, il était assez facile de se désorienter. Tout cela était dû au fait que les tirs de mousquets et de canons produisaient beaucoup de fumée. Et il y avait aussi beaucoup de bruit autour. Les combats se déroulaient souvent dans des champs ouverts, où il n'y avait pas beaucoup de points de référence. Avoir vos soldats dans une formation fixe vous permettait de les contrôler davantage. Il suffit que ceux-ci soient toujours orientés, et qu'ils travaillent en cohésion, et bien sûr qu'ils puissent toujours entendre vos ordres, puisque dans la bataille, les communications dépendaient uniquement des cris et des instruments musicaux. Et bien sûr, l'un des facteurs les plus importants des formations linéaires est qu'elles offraient une très bonne protection contre la cavalerie. La faiblesse générale de l'infanterie était la cavalerie. La tactique de la cavalerie était simple, charger sur l'ennemi pour le diminuer jusqu'à l'éliminer. Cependant, avoir votre infanterie dans un groupe réduit empêchait la cavalerie de charger sur eux, car ils devaient se heurter à un grand mur de baïonnettes. Un exemple de cela serait la formation en carré, utilisée par les Britanniques contre la cavalerie française à la bataille de Waterloo, où la cavalerie n'avait aucun moyen de traverser cette formation en carré et était forcée de la contourner, donnant à l'infanterie l'opportunité de leur tirer dessus pour les diminuer peu à peu. En réalité, les armées à l'époque des mousquets n'utilisaient pas seulement des tactiques linéaires, de nombreuses autres tactiques étaient également utilisées qui ne nécessitaient pas nécessairement d'avoir l'infanterie dans une formation statique. La guerre de guérilla était également très courante dans les combats de toute cette époque, surtout dans des terrains vraiment irréguliers et accidentés comme c'était courant sur le continent américain. Avec le temps, au XIXe siècle, il y a eu de grandes avancées en matière d'armement. Des inventions comme le rayage et les munitions à cartouches ont permis aux fusibles d'avoir une portée vraiment impressionnante, une précision beaucoup plus efficace et un rythme beaucoup plus élevé que les mousquets d'autrefois. Tout cela a fait que peu à peu les tactiques linéaires ont disparu pour laisser place à de nouvelles façons de se battre dans les guerres. Avec l'invention de la mitrailleuse et son utilisation étendue lors de la Première Guerre mondiale, ainsi que l'utilisation de barrières comme les fils barbelés ou les champs de mines, ainsi que les charges d'artillerie mortelles, le paradigme des formations linéaires et rigides est devenu complètement obsolète et on n'a plus jamais vu de tactique similaire après le milieu de la Première Guerre mondiale. Pour une personne moderne, il peut sembler ridicule de regrouper tous vos hommes en un seul endroit, faisant d'eux une grande cible à tirer au milieu du champ de bataille. Mais simplement, de l'Antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle, se battre en grands groupes unis, rigides et cohésifs était simplement la meilleure façon de faire les choses. N'oubliez pas que c'est le Guns Club, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.